est condamné. Alors, Michel Barnier, Premier ministre, je m'adresse à mon invité Manuel Bompard. Vous n'avez pas eu l'impression d'être les cocus du scrutin? Je pense que beaucoup de Français ont effectivement eu le sentiment que le message qu'ils ont fait passer massivement aux dernières élections législatives, en vérité, a été complètement nié et bafoué par le président de la République, parce que ce message, en fait, il y avait plusieurs significations, il y avait plusieurs messages dans le vote. Il y avait effectivement le fait que le nouveau Front populaire arrive en tête des élections législatives et qu'il devait être appelé à gouverner, mais il y avait aussi un deuxième tour dans lequel les Français se sont massivement mobilisés pour dire non, on laisse pas l'extrême droite gagner. Et 2 mois plus tard, on voit effectivement le président de la République qui noue cette forme de pacte secret avec l'extrême droite. Donc le message qui consistait à dire on veut surtout pas l'extrême droite au pouvoir, en vérité c'est le message inverse. Et vous auriez pu l'imaginer ce scénario, parce que quand même votre travail, surtout vous, chez les Insoumis, vous êtes comme une tête pensante, parfois on vous qualifie de stratège, mais ce pacte entre Macron et Le Pen pour se mettre d'accord sur un Premier ministre, on a l'impression que c'est un peu surpris quand même tout le monde, non? Le problème c'est qu'avec Emmanuel Macron on n'est plus très surpris de grand chose. La vérité c'est que cet homme n'a aucune morale, aucune éthique, c'est-à-dire qu'il peut dire pendant une élection, au premier tour il va dire haro sur les Insoumis et le nouveau Front populaire, au deuxième tour il va dire haro sur le Rassemblement national, et puis après le deuxième tour il va dire bon finalement le problème c'est les Insoumis et le nouveau Front populaire. En fait cet homme change de conviction au regard et en fonction de ses intérêts électoraux immédiats, donc je suis même plus surpris par ça. Mais je pense que si le président de la République a pu faire ce mauvais coup, et moi c'est quand même le message que je vais envoyer, parce qu'il y a des fois des gens qui me disent on a voté massivement et finalement on se demande à quoi ça a servi. Je veux leur dire d'abord ça n'a pas servi à rien. Ça n'a pas servi à rien parce que c'est pas Jordan Bardella qui est Premier ministre, et je vous rappelle que même si j'ai beaucoup de choses à critiquer sur Michel Barnier et le fait qu'il y ait eu ce pacte avec l'extrême droite, pour autant par exemple l'idée qu'on va interdire les binationaux d'exercer certains emplois, par exemple ça c'est une idée qu'on a battue par notre mobilisation dans les urnes, mais je veux surtout leur dire que si Macron a pu faire ce mauvais coup, c'est parce qu'on dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et que si la prochaine fois on se mobilise encore plus nombreux, cette fois on aura une majorité absolue et personne ne pourra nous voler la victoire. Alors d'ailleurs, vous avez rencontré, vous, Emmanuel Macron, pendant les fameuses interminables consultations. Ça se passait comment, la consultation vous étiez face à lui à l'Élysée, il était sympa, il vous proposait des vrais noms crédibles. Comment ça se passe concrètement? Nous, on veut imaginer ça. Concrètement, donc nous on y est allé avec les différentes composantes du nouveau Front populaire, donc les différents partis de gauche. Vous étiez avec qui, par exemple, vous? Moi j'étais avec Mathilde Panot pour la France Insoumise, il y avait Olivier Faure, il y avait Marine Tondelier, il y avait Roussel, et on avait demandé à ce qu'il puisse y avoir aussi Lucie Castet, qui est la candidate que nous avons choisie pour être Premier ministre. Et donc en quelque sorte nous avons imposé sa présence parce qu'il s'agissait de montrer à Emmanuel Macron que nous on avait déjà une candidate. Vous aviez votre casting, vous. Voilà. Et ce qu'on avait convenu, parce qu'on savait bien qu'Emmanuel Macron allait essayer de chercher les divisions entre nous, on avait convenu qu'il y avait que Lucie Castet qui allait s'exprimer. Donc c'est elle qui s'est exprimée. Nous on se contentait en quelque sorte de poser des questions. Et donc il a fait un petit propos liminaire. Lucie Castet a expliqué pourquoi c'est elle qui devait être nommée comme Première ministre, tout simplement parce qu'on était la coalition qui disposait du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Puis après lui, il lui a posé un certain nombre de questions. Il a pas testé de nom avec nous. Il a seulement posé des questions. C'était un grand oral, quoi, un peu. Un peu. Ça a donné l'impression un peu d'une forme de grand oral. Il était seul ou il était accompagné de Alexis Kohler? Il était tout seul. Après, vous savez, Emmanuel Macron est quelqu'un dont il faut beaucoup se méfier parce qu'il a un côté très séducteur. C'est-à-dire que dans l'échange individuel, il essaye de vous dire que quand même c'est intéressant ce que vous êtes en train de raconter. Et puis après, une fois que la réunion est terminée, il en a strictement rien à faire. Oui. Voilà. Donc je pense que non, mais c'est bien parce que au moins les gens qui nous écoutent le sauront. Ne vous laissez pas embobiner par cet homme parce que c'est un grand embobinateur. Alors, vous y avez vraiment cru à proposer et obtenir un poste de Premier ministre, même si je crois justement pour que ça passe, vous aviez même fait la proposition de ne pas participer, vous, LFI, à ce gouvernement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est allé voir Emmanuel Macron, c'était un vendredi, au milieu de la discussion, il a demandé à Lucie Castet, est-ce que vous avez l'intention qu'il y ait des ministres insoumis dans le gouvernement? Ce à quoi Lucie Castet a répondu oui. Bien sûr, toutes les forces du nouveau Front populaire, la France insoumise, c'est la force la plus importante en nombre de députés au nouveau Front populaire. C'était quand même légitime qu'elle puisse avoir des ministres dans le gouvernement. Mais comme on a vu qu'ensuite Macron
Macron, dès qu'il rencontrait d'autres forces politiques, il disait mais s'il y a des insoumis au gouvernement, vous allez censurer le nouveau gouvernement. Il était en train d'essayer de chercher un prétexte pour pas nommer Lucie Castet. Donc effectivement, on s'est dit on va lui enlever le prétexte. Donc on a posé une question, on a dit s'il n'y a pas de ministre insoumis. C'est Jean-Luc Mélenchon, je crois. Voilà, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit. Est-ce que vous allez vous engager à ne pas censurer le gouvernement? Et là, comme par hasard, le problème c'était plus les ministres insoumis, c'était le programme du nouveau Front populaire. Tout le monde a dit que c'était bien joué de votre part parce que quelque part il a dû dévoiler ses cartes. Exactement, c'était une manière de casser le prétexte fallacieux qui était en train d'être inventé. Et donc on a vu que le problème c'était pas les ministres insoumis, mais bien évidemment le problème du nouveau Front populaire. Et le problème en fait, c'est qu'Emmanuel Macron, il aime bien la démocratie quand il gagne les élections, mais il supporte pas la démocratie quand il perd les élections. Sauf que le principe de la démocratie, c'est que quand on gagne, on est content, mais que quand on perd, on respecte le résultat. Parce qu'on peut donner des leçons à la terre entière sur la manière avec laquelle la démocratie fonctionne dans tel ou tel pays, mais vous savez, en France, depuis la royauté, il n'y a pas de droit de veto pour le président de la République quand les Françaises et les Français s'expriment. Et il va falloir quand même que le président de la République s'en rende compte. Et comme il s'en rend pas compte, moi je dis aux gens, mobilisez-vous, laissez pas faire ce coup de force sans réaction. Il y a des manifestations qui vont avoir lieu ce samedi 21 septembre partout en France. Venez grossir les cortèges parce que plus on sera nombreux, plus on montrera que le peuple français, il se laisse pas marcher dessus par un monarque. Et avant de partir en pub, petite question casting, vous auriez accepté ou pas Bernard Cazeneuve, franchement, ou alors c'était un veto aussi pour vous? Non. Ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre socialiste sous François Hollande, on le rappelle. Mais non, mais qui avait été l'autre nom avancé. Oui, ils ont essayé de faire. Franchement, ils ont avancé ce nom avec une volonté, tout le monde le savait, de fracturer le nouveau Front populaire, parce qu'ils se disaient peut-être qu'en faisant ça, il y aura quelques socialistes qui vont être d'accord pour rentrer au gouvernement. Mais bien évidemment, il n'en était pas question pour nous non plus. Mais pour une raison très simple, c'est que à un moment, il faut respecter les électrices et les électeurs. On fait campagne sur un programme, le programme du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire gagne les élections, c'est-à-dire dispose du plus grand nombre de députés. Le nouveau Front populaire propose son candidat. C'est comme ça que ça marche dans toute démocratie. Après, si on me dit, et il y a une majorité de députés qui veulent censurer ce gouvernement, ils censurent le gouvernement, et une fois que le gouvernement est censuré, il tombe, et après le président de la République peut nommer quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est pas à lui de décider comme ça, que lui, non, ça lui plaît pas, donc il décide de nommer quelqu'un d'autre. Franchement, c'est inacceptable. Bon, on reprend ça, parce qu'on a plein. FM, il est précisément 8h24. Bon début de journée à toutes et à tous. Nous sommes avec Azdine Ahmed Chaouch qui est de retour avec le Grand Kawa et son invité ce matin. Manuel Bompard, patron des Insoumis, coordinateur exactement. J'ai une question assez simple. Nous sommes, je sais pas, dans les dernières heures, dernières journées avant, on l'espère tous, la nomination d'un gouvernement. Je sais pas si on l'espère, mais en tout cas, c'est mieux un pays avec un gouvernement quand même, non? Normalement, c'est mieux. Après, ça dépend un peu de la composition de ce gouvernement. Alors, je vais pas vous demander de jouer au pronostic, même si vous avez, je pense, des idées, mais si on regarde vers la gauche, est-ce que vous pensez que ce gouvernement Barnier, version Barnier très à droite, pourra recruter des personnalités de gauche, des élus de gauche, des personnalités civiles je ne le pense pas, et pour être très honnête et sincère avec vous, je considère qu'une personne qui rentrerait dans ce gouvernement ne peut pas se revendiquer de la gauche, parce que quand on est de gauche, on va pas dans un gouvernement qui est issu, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un accord avec le Rassemblement national et qui va mettre en place une politique tout simplement contradictoire avec celle du programme de la gauche. Mais ça veut dire que le gouvernement, cette espèce de fantasme de gouvernement d'union nationale pour redresser un pays, vous n'y croyez pas trop? Non, pas du tout. D'autant plus qu'on ne redressera pas un pays, la France en l'occurrence, dans la continuité avec la politique d'Emmanuel Macron. Parce que la vérité, c'est que ce qui nous a quand même fait dégringoler un certain nombre de cases, que ce soit d'ailleurs dans le contexte national ou que ce soit sur la position de la France sur la scène internationale, la France qui avait toujours eu plutôt une image d'un pays qui agissait pour la paix, dont la voix comptait. On se rappelle par exemple à l'époque de ce qui s'était passé au moment de la guerre en Irak. Tout ça a quand même été bien dégradé, et malheureusement c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Et comme je considère que la politique de Michel Barnier va être dans la continuité avec la politique d'Emmanuel Macron, sans doute la continuité malheureusement encore plus à droite, je pense que rien ne sera bon pour notre pays dans ce gouvernement. Allez, je vais être cynique. Est-ce que c'est pas la meilleure des configurations pour vous? Vous pouvez vous revendiquer comme étant le vrai opposant là aujourd'hui, c'est-à-dire LR, il laisse en quelque sorte des plumes dans cette image d'opposant parce que il participe entre guillemets à ce gouvernement. Vous pourrez dire nous on est vierge, si ça a échoué, voilà, on est aujourd'hui l'alternative. Il y a quand même le champ qui se dégage pour vous, non? Je comprends la question, mais la vérité quand même, c'est que quand on s'engage en politique, c'est pour pouvoir exercer le pouvoir, pour pouvoir transformer la vie des gens. Donc honnêtement, la meilleure configuration, ça aurait été la configuration dans laquelle Lucie Castet serait aujourd'hui première ministre. C'est difficile avec une majorité peut-être remise en cause régulièrement. C'est vrai, mais je crois qu'on aurait pu faire un certain nombre de
choses qui auraient soulagé la vie quotidienne des Français. On aurait pu agir pour l'augmentation du SMIC, des bas salaires. On aurait pu revenir sur la réforme de la retraite à 64 ans. On aurait pu lutter contre les discriminations. On aurait pu engager le travail de la 6ème République. On aurait pu s'atteler à la transition écologique. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. Maintenant, moi, je suis un optimiste par nature. J'ai l'optimisme de la volonté, comme on dit. Donc, à partir du moment où cette fois ça n'a pas été possible, faut continuer nos efforts et notre travail pour que la fois d'après on y arrive. Politique fiction, plutôt politique future. Demain, le RN lance une motion de censure contre le gouvernement Barnier. Vous votez avec le RN ou pas? Nous, on a toujours voté nos propres motions de censure et en l'occurrence, on dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le Nouveau Front Populaire a plus de députés que le Rassemblement national. Donc, il n'y a aucune raison pour nous d'aller voter la motion de censure du Rassemblement national. On vote les nôtres et après, si des députés du Rassemblement national veulent voter la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire, très bien. Mais en l'occurrence, nous, on n'ira pas appuyer en quelque sorte le Rassemblement national. D'autant plus que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il a une responsabilité directe et immédiate dans le fait que Michel Barnier ait été nommé. Donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un homme en colère contre Emmanuel Macron, mais aussi contre l'un de vos anciens camarades, et pas, je dirais, le moins connu, François Ruffin, député également de la Somme, je crois, et qui aurait qualifié votre campagne de campagne au faciès. C'est dans son nouveau livre. Là, c'est une attaque directe. C'est la première fois qu'il y a une attaque aussi frontale. C'est-à-dire qu'on vous reproche de faire en quelque sorte du communautarisme électoral. Vous répondez quoi à François Ruffin? D'abord, je dis que ce sont des attaques qui sont des attaques blessantes, injustes et inexactes, puisque en l'occurrence, lui a dit sur un plateau de télévision que lui avait fait dans sa circonscription une campagne au faciès. C'est le terme qu'il a employé. Mais en l'occurrence, si c'est le cas, c'est effectivement une honte, parce qu'il a dit qu'il avait honte. Je comprends pourquoi il a honte, s'il l'a fait, mais en l'occurrence, si quelqu'un l'a fait, il y a que lui, en fait, parce que personne d'autre n'a fait de campagne au faciès, parce que je trouve que c'est une forme d'insulte vis-à-vis des candidates et candidats de la France Insoumise, des militantes et militants de la France Insoumise, des électrices et des électeurs, parce que s'il y a un certain nombre de citoyens qui ont voté pour la France Insoumise et pour le Nouveau Front Populaire, ils l'ont fait en raison du contenu de son programme, des idées qui sont dedans, et que moi j'ai fait un certain nombre de campagnes électorales, je me suis toujours adressé aux électrices et aux électeurs de la même manière, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, quel que soit le lieu dans lequel ils habitent, pour essayer de défendre les idées que je défends et en espérant les convaincre que ce sont les meilleures idées pour le pays. Donc je trouve que c'est une attaque blessante, injuste, inexacte. C'est la rupture avec lui ou pas? Parce que là, c'est une déclaration de guerre là quand même. Oui, mais la rupture, François Ruffin, malheureusement, moi je le regrette, mais c'est déjà la décision qu'il a prise au moment des élections législatives, puisque entre les deux tours des élections législatives, parce qu'il avait peur de pas gagner au deuxième tour, il a commencé à prendre ses distances avec la France Insoumise et à produire un tract dans lequel il montrait par exemple qu'il était soutenu par François Bayrou et par donc des personnes issues du camp présidentiel. À ce moment-là, effectivement, c'était déjà une rupture qui était très importante. Maintenant, vous disiez je suis en colère. Oui, je suis en colère parce que je trouve que c'est injuste, que c'est pas correct de faire ça. Mais pour autant, moi, j'oublie pas qu'ils sont mes vrais adversaires, et mes vrais adversaires, ils sont pas à gauche. Vous avez siégé avec lui quand même. Oui, bien sûr. Mais mes vrais adversaires, vous savez, ils sont à la droite, ils sont à l'extrême droite. Je ne l'oublie pas pour autant, même si là, face à une attaque d'une telle violence, il était quand même normal d'y répondre, comme je viens de le refaire à nouveau. Parce que peut-être pour les électeurs de gauche, on se dit allez encore une fois la gauche qui s'étrie de l'intérieur, alors que l'urgence c'est la lutte contre les idées d'extrême droite. Je suis d'accord, l'urgence c'est ça. Mais après, je pense que tout le monde peut comprendre que quand quelqu'un vient sur un plateau de télévision pour vous diffamer et dire que vous avez fait une campagne raciste, parce que excusez-moi, une campagne au faciès c'est une campagne raciste, c'est quand même normal de pouvoir y répondre, même si j'ai pas l'intention de consacrer mes prochains jours et mes prochaines semaines à cette polémique. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je pense que beaucoup de gens partagent le point de vue que j'ai exprimé. Je pense que François Ruffin s'est isolé en disant ça, je le regrette. Mais maintenant, moi, je passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est faire plier le gouvernement de Michel Barnier et pouvoir changer la vie des gens le plus rapidement possible. Allez, petite parenthèse, question, on va dire Maghreb. Vous avez sûrement vu, lu, entendu les prises de position d'Emmanuel Macron sur le conflit, on va dire Sahara occidental, pardon. Il s'est
on va dire, positionné en faveur de la position marocaine. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, un peu contre l'Algérie? Il y a eu ces crises diplomatiques, l'ambassadeur depuis Alger appelé. Écoutez, la vérité c'est que tout le monde le sait, c'est un conflit très difficile entre l'Algérie, le Maroc, les revendications sur le Sahara occidental. Bon, je pense que notre position à la France, elle ne peut pas être à géométrie variable en fonction des endroits ou en fonction de nos proximités avec les uns ou avec les autres. Et à partir de ce moment-là, notre seule boussole, ça doit être celle du droit international. Et en l'occurrence, le droit international, l'ONU, elle a engagé un certain nombre de démarches, de médiation pour essayer de trouver une solution politique qui soit une solution politique négociée. Et je pense que c'est pas une bonne chose de sortir, de mettre la France en quelque sorte sur une revendication ou sur l'autre. La France, elle doit rester en appui des solutions diplomatiques négociées à l'initiative de l'ONU. Voilà ma position. Elle est peut-être pas aussi tranchée que celle du président de la République, mais je pense que c'est la seule. C'était vu comme une ingérence encore une fois. Bah oui, mais c'est pour ça que il faut trouver. Ça sert à rien de dire c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont raison. À la fin, on résoudra pas le problème, tout le monde le sait. Et à chaque fois qu'on a résolu des problèmes de cette nature, on les a résolus par la diplomatie. Et je pense que la France devrait être en appui des initiatives diplomatiques sur ce sujet. Allez, peut-être un mot sur le drame. J'ai un mot, c'est toujours difficile de dire ça quand on parle de Gaza. C'est vrai que vous êtes souvent positionné, notamment lors de la campagne des Européennes. On vous a même fait le reproche de trop en parler nationalement. On a presque l'impression que le sujet de Gaza, des morts à Gaza, d'ailleurs pas qu'à Gaza, mais en Palestine, que ce sujet a un peu disparu comme ça du débat politique. Vous avez oublié Gaza? Non, moi j'ai pas oublié, j'en parle à chacune de mes interventions, mais vous avez raison, je trouve que c'est un scandale que, y compris dans le paysage médiatique français, on ne parle plus du génocide en cours à Gaza. Moi j'utilise ce mot, je l'assume, je le revendique, tout simplement parce que c'est le mot qui correspond à la réalité de ce qui est en train de se passer là-bas. Et je pense que dans le vote des élections législatives, il y avait aussi, de la part d'un grand nombre d'électrices et d'électeurs, la volonté que la France fasse beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui pour arrêter l'horreur du génocide en cours à Gaza. Et la France, elle a des leviers d'action sur ce sujet. Elle peut décider d'un embargo sur les armes, elle peut décider de sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien, elle peut décider de reconnaître officiellement l'État de Palestine comme l'ont fait ces derniers mois un certain nombre de pays en Europe. Et je pense qu'un gouvernement du nouveau Front populaire, c'est ce qu'il aurait fait immédiatement. Oui, c'est d'ailleurs, on avait fait ce pari juste avant la constitution du nouveau Front populaire. D'ailleurs, vos adversaires sont dit ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord à cause de cette question, de cette ligne de fracture internationale sur Gaza. C'est vrai, certains l'avaient dit, mais la vérité c'est que dans les négociations sur le programme du nouveau Front populaire, nous les Insoumis, on a posé effectivement l'exigence que ce sujet soit, et qu'il y ait des positions très claires sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, le programme du nouveau Front populaire, il est très clair. Il dit embargo sur les armes, il dit rupture des relations économiques avec le gouvernement israélien tant que le carnage à Gaza ne s'arrête pas. Il dit respect du droit international, il dit reconnaissance de l'État de Palestine. Parce que vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, il vient à la télévision et il dit il faut un cessez-le-feu, il fait des tweets, mais on attend d'un pouvoir politique qui ne se contente pas de faire des tweets et qui utilise les leviers d'action. La France, c'est quand même pas rien dans le monde, on a un poids diplomatique, si on met tout notre poids dans la balance, on peut faire bouger les choses. Et là on a l'impression qu'il y a une forme de complicité, de passivité, de complicité même par rapport à ce qui se passe là-bas, et c'est terrible. Quand une partie de la classe politique vous fait ce reproche qui n'est plus un reproche mais un délit de l'antisémitisme chez LFI, vous bondissez, vous réagissez? Bien sûr que je bondis, parce que d'abord... Parce que ça revient souvent quand même, on vous le fait... oui, mais bon, tout le monde a vu... j'ai entendu Dominique de Villepin qui était à la fête de l'Humanité ce week-end qui disait ça aussi. Maintenant il est de gauche, de Villepin. Non, il est pas de gauche, et moi j'ai eu plein de désaccords économiques avec Dominique de Villepin, mais je dois reconnaître qu'il y a plus beaucoup de figures à droite qui sont capables quand même de défendre une position de la France qui soit une position à l'image de ce qu'elle a été avant. Bref, pour revenir à votre question, c'est clair qu'aujourd'hui l'antisémitisme contre lequel il faut lutter, c'est une évidence, est instrumentalisé pour essayer d'expliquer ou de faire croire que toute critique de la politique du gouvernement israélien est une critique antisémite, et c'est insupportable. Écoutez, moi j'ai une coutume de dire une chose très simple, l'antisémitisme c'est un délit en France comme le racisme, et heureusement, et c'est une bonne chose que ce soit un délit en France. Donc si quelqu'un considère que telle ou telle personne à la France insoumise est antisémite, il doit porter plainte devant les tribunaux, et les tribunaux doivent le condamner. Or j'observe qu'il y a des gens qui viennent sur les plateaux de télévision dire vous êtes antisémite, mais il n'y en a pas un seul qui a le courage d'aller
porter plainte. Donc la vérité, c'est qu'ils savent très bien qu'on n'est pas antisémite et qu'ils utilisent juste ça pour nous salir ou pour essayer de nous dénigrer. Donc oui, moi je suis fier des Insoumis qui ont eu une position très claire depuis le début pour dénoncer ce qui se passe à Gaza et qu'ils l'ont fait parce que c'est notre histoire et parce que la gauche c'est ça aussi, toujours dans le refus de toute forme de racisme ou d'antisémitisme, et on continuera à défendre cette position. Oh là là, le temps file, j'entends le jingle, mais j'avais 76 questions. Je te laisse encore une question. Ah oui, la question, alors vous êtes député des Bouches-du-Rhône, Marseille. Oui. Il y a une information dont tout le monde parle à Marseille, c'est important pour vous. En plus, vous êtes vraiment dans un coin à Marseille où on aime l'OM. Vous allez me dire partout à Marseille, on aime l'OM. C'est vrai. Mais là, Adrien Rabiot, Titi parisien, qui rejoint. Alors, je sais que en politique, il y a beaucoup de traites, mais là, pour les supporters parisiens, il va passer pour un traître. Pour les supporters marseillais, c'est un héros. Vous en pensez quoi? Alors, il a pas encore signé, il doit faire sa visite médicale. Bonne nouvelle ou pas? J'ai vu ça. Bah oui, honnêtement, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, honnêtement. Quel que soit quel a été son parcours précédemment. Donc, je pense que c'est une bonne chose si ça permet de renforcer encore l'effectif marseillais, et que c'est bien renforcé pendant ce mercato. Et j'espère que cette fois, les Marseillais, on va pas louper la qualification à la Coupe d'Europe et on est en course pour le titre. Il va falloir compter sur nous cette année. Et vous en connaissez plus que Jean-Luc Mélenchon. Il en connaissait rien parce que Jean-Luc Mélenchon était avant dans la même circonscription. Au moins, ils ont pris un vrai. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est un peu la riposte de la polémique Ricard. En fait, ils ont voulu nous voler le Ricard. Ils ont dit Marseille. Voilà. Maintenant, on leur prend Rabiot. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, merci. On regarde le Ricard aussi quand même. Il veut tout garder. Ça y est, c'est un vrai local. Bon, merci Manuel Bompard pour avoir accepté cette invitation et bien je dirais bonne observation de nomination de gouvernement. Je peux vous dire que ça parce que alors cette semaine, je veux juste dire aux gens, il y a des rendez-vous cette semaine. Demain, la motion de destitution qui va avoir lieu au bureau de l'Assemblée nationale. Vous en avez parlé dans le flash tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, mais je le redis, samedi, il y a des manifestations importantes. C'est important de participer partout en France. C'est sérieux la destitution parce que oui, bien sûr que c'est sérieux. Demain, il y a le bureau de l'Assemblée nationale. Ça peut passer cette étape. Et si vous voulez aider pour appuyer cette démarche de destitution, j'en profite. Il y a une pétition, elle est sur macron-destitution.fr. C'est le Téléthon surtout à donner. Non, mais plus nombreux on est à signer, plus ça donnera du poids à cette démarche de destitution. Tout le monde a vu que le responsable de la situation, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est lui qu'il faut remettre en cause et destituer. Supporter de l'OM aussi, vous avez en même temps un petit point commun. Ouais, mais bon, voilà, c'est le seul. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci, bonne journée. Le grand